Alger. 42 personnes au moins ont péri dans ces incendies. Parmi ces victimes, des unités de l'armée et de la protection civile déployées en renfort. Faisal Metaoui sera en ligne depuis Alger. En Tunisie, le rôle essentiel de l'armée dans la lutte contre l'épidémie de Covid, affectée aux zones les plus difficiles d'accès. Des militaires, vous le verrez, vaccinent les populations. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis l'heure du bilan en Zambie, à 2 jours d'élection générale, le président sortant espère se maintenir au pouvoir, mais sa gestion des finances pose question. Lusaka est aujourd'hui incapable d'assumer sa dette. D'épais nuages de fumée et de cendres, le nord de l'Algérie se consume. Une centaine de feux ont été recensés dans la région. Les populations ont fui, parfois dans la précipitation. 17 civils et 25 militaires ont péri dans ces incendies. Le point en image avec Axel Simon. Rarement brasier n'est filmé d'aussi près. À moins de 100 mètres de là, les flammes sont en train de dévaster des flancs entiers de montagnes à Tizi Ouzou, l'une des villes les plus peuplées de Kabylie. Depuis lundi soir, cette région du nord de l'Algérie est en proie à une cinquantaine de feux simultanés. D'après le ministre de l'Intérieur, ils sont d'origine criminelle. Les feux ont déjà fait plusieurs morts. Ils sont attisés par les très fortes chaleurs, jusqu'à 46 degrés ce mardi, et les vents violents qui sévissent dans la zone. D'autres feux ont été découverts aux alentours de Sétif et Gigel et dans une dizaine d'autres villes. La radio publique algérienne a déjà annoncé mardi l'arrestation de plusieurs pyromanes à Médéa dans le nord, où un incendie s'est aussi déclaré. Des renforts de la protection civile sont en train d'arriver de plusieurs villes côtières et d'Alger, pour aider à l'évacuation des habitants et à l'extinction des feux. Le journaliste Faisal Metaoui est en direct avec nous depuis Alger. Bonsoir à vous, Faisal. Des centaines de personnes, on l'imagine, ont ce soir presque tout perdu. Absolument, surtout dans certains villages de Tizi Ouzou, de Béjaïa et de Gégel, c'est dans l'est d'Alger. La wilaya de Tizi Ouzou est la plus touchée par ces incendies qui ont démarré donc dans la soirée du lundi 9 août. Actuellement, il y a au moins une vingtaine d'incendies qui n'ont pas été maîtrisés dans la région de Tizi Ouzou. 103 incendies à travers le pays. Il y a 18 départements. Cela va donc de Tipaza à l'ouest d'Alger jusqu'à l'extrême est algérien, de la wilaya de Tarf, qui est une wilaya aussi boisée. Les services de protection civile, les unités de l'armée, également les agents de la direction des forêts aidés par ceux des collectivités locales tentent donc de maîtriser ce feu qui, vous l'avez évoqué dans le sujet, le vent chaud et également la canicule qui sévit en Algérie, dans le nord algérien jusqu'au 15 août n'aide pas vraiment ce travail de maîtrise du feu, mais il y a énormément de personnes engagées pour essayer de maîtriser et pour limiter les dégâts, bien que les dégâts soient déjà très lourds. 17 civils tués et 45 militaires tués selon un dernier bilan établi par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui a évoqué la thèse criminelle dans ces incendies. Et cette piste criminelle justement envisagée, avancée même tout à l'heure plutôt par le ministre de l'Intérieur Faisal, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cette enquête qui est désormais ouverte ? Oui, il y aura plusieurs enquêtes, parce qu'on a déjà montré des images dans la région de Bira, on a vu des pneus en pleine forêt, et selon le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, les premières enquêtes, notamment dans la région de Tizi Ouzou, on a établi que les feux ont été soigneusement choisis selon lui pour qu'ils fassent le maximum de dégâts. Donc les autorités évoquent cette thèse criminelle. Des enquêtes sont ouvertes aussi dans la région de Gigel, de Skikda, qui sont aussi des zones forestières, pour savoir est-ce qu'il y a donc un plan pour s'attaquer aux forêts. On a vu cela déjà en novembre 2020 lorsqu'il y a eu une quarantaine d'incendies dans 8 départements. L'enquête se poursuivra et révélera ce qui s'est passé. Le ministre de l'Intérieur a promis que les enquêtes vont aller jusqu'au bout, d'autant plus que ces incendies, 103 incendies, c'est pratiquement unique dans l'histoire de l'Algérie. On n'a jamais vu ça par le passé. Merci beaucoup Faisal, merci pour toutes ces précisions. Faisal Metaoui en direct depuis Alger.
L'actualité en Libye maintenant, on est toujours sans nouvelles de Rida Faraj Freitis. Il est le chef de cabinet de l'un des 2 vice-premiers ministres. Il a été enlevé la semaine dernière à Tripoli, la capitale, mais on l'apprend tout juste ce mardi soir. Les circonstances de sa disparition ne sont pas encore claires. Les Nations Unies se disent profondément préoccupées par ce rapt. La Tunisie, très éprouvée par l'épidémie de Covid, le variant Delta continue de circuler activement. Les autorités ont accéléré la campagne de vaccination, mais il n'est pas toujours possible d'accéder aux dispensaires et aux hôpitaux. Et c'est la raison pour laquelle l'armée s'est déployée dans les régions les plus reculées. C'est un reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili pour France 24. Dans les montagnes aux alentours de Kessra, au nord-ouest de la Tunisie, l'armée se charge de vacciner les populations rurales, comme dans ce dispensaire où les plus âgés attendent leur seconde dose. Est-ce que la piqûre vous gêne ? Non, non. Est-ce que vous avez eu le coronavirus entre-temps ? Non. Le faible taux d'inscription des habitants de cette région sur la plateforme evax.tn, mais également à cause des caractéristiques géographiques qui rendent l'accès à cette région difficile. Donc c'est essentiellement ces 2 raisons qui nous ont amenés à venir dans ces localités. Reba, âgée de 60 ans, vient de recevoir sa dernière dose, un soulagement pour cette femme qui vit dans une région excentrée. Là où j'habite, nous n'avons pas de transport public, pas d'accès à l'eau potable. Je suis venue ici à Dodane. L'armée va aussi dans les maisons de ceux qui ne peuvent pas se déplacer au village. Ici, les soldats vaccinent un couple qui a des problèmes de santé. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que l'armée vienne jusqu'à chez moi et me vaccine. C'est vraiment bien. Au début, il y avait beaucoup de rumeurs sur les vaccins, comme quoi l'un est mieux qu'un autre. Ça n'encourageait pas vraiment, mais après, avec les annonces à la télé, c'était beaucoup plus clair. En un mois, près de 75 000 Tunisiens ont pu être vaccinés grâce aux militaires, qui continuent actuellement de sillonner les régions. L'armée est aussi venue en aide aux hôpitaux pendant le pic de la vague depuis le mois de juin. Dans la ville de Kérouan, au centre du pays, l'hôpital de campagne est désormais pratiquement vide, ainsi que les tentes de réanimation. Un bon signe. Avec les efforts des médecins et des agents de santé des établissements de santé civils et militaires, nous avons réussi à ralentir la chaîne de contamination et il y a une évolution positive. Le président Kais Saied a aussi chargé la santé militaire de gérer la pandémie depuis le 28 juillet. Il a également nommé à la tête du ministère de la Santé un professeur en médecine et colonel de l'armée. Une dizaine d'experts de l'OMS déployés en Guinée. C'est en appui aux autorités sanitaires. Le virus de Marburg a fait une première victime. Comme Ebola, la maladie se transmet par contact direct avec les fluides corporels. Aucun traitement ni vaccin n'existe à ce jour. L'Organisation mondiale de la santé appelle à la vigilance. Écoutez. Le virus Marburg est très similaire à Ebola. Cela commence avec une forte fièvre, des maux de tête, une fatigue et des saignements. Donc il peut être facilement confondu. Mais la différence est qu'on n'a pas de traitement pour le virus Marburg, contrairement à Ebola. Il y a des essais en laboratoire dans plusieurs pays, mais pour le moment, rien n'est fait. Au moins 4 personnes ont été en contact avec le patient décédé. Toutes sont asymptomatiques. Mais une équipe de l'OMS essaie de reconstituer la chaîne de contact et aide les autorités guinéennes. Il sera jugé aussi sur son bilan. Edgar Lungu espère se maintenir au pouvoir en Zambie. Candidat à sa réélection, il fera face à son principal adversaire, Hakainde Hichilema. Et quel que soit le choix des électeurs ce jeudi, les défis pour le prochain chef de l'État sont immenses. Il faudra s'atteler en priorité à la dette du pays. Les sommes dues à la Chine sont colossales. Caroline Dumais et Stéphane Carstens. C'est 3 jours avant l'élection présidentielle que le nouvel aéroport de Lusaka a été inauguré. Un magnifique complexe capable d'accueillir 4 millions de voyageurs par an qui a coûté près de 400 millions de dollars. Le président Edgar Lungu en est fier. C'est pour cela que nous méritons de rester au pouvoir. On a fait beaucoup plus que ce que certains prévoyaient. Cet aéroport a été construit grâce à un prêt de la Chine. La Zambie est aujourd'hui la première destination pour les investissements chinois en Afrique. Les sociétés chinoises ont créé à ce jour plus de 50 000 emplois locaux. L'opposition critique les projets d'infrastructure qui ont coûté au pays plus de 13 milliards de dollars.
Un rapport de la Banque mondiale montre aussi que les routes en Zambie ont coûté 2 fois plus cher que dans le reste du continent. Lusaka d'ailleurs est incapable d'assumer sa dette. Pour cet économiste, il ne suffit pas de construire pour développer un pays. Où avons-nous dépensé l'argent destiné à nos infrastructures? Dans les villes, pour améliorer le confort de vie des gens comme moi, des urbains. Mais qu'en est-il des zones liées à l'agriculture, aux mines? Qu'a-t-on fait pour mieux produire, voire exporter nos biens? L'autre défi, il est social. Plus de 60% de la population vit avec moins de $2 par jour. James et son ONG s'occupent des plus démunis. Ces retraités n'ont pour revenu qu'une subvention de 10 € par mois et ils expliquent qu'ils ne la reçoivent même pas régulièrement. Après les élections, ils ont promis de donner quelque chose aux gens. Comme cette dame le disait, elle a 6 petits-enfants à charge. Ça, ce n'est pas suffisant pour finir le mois. Il faut revoir cette subvention et réactualiser régulièrement en fonction de la situation économique. Une énorme dette, une inflation de 25% et une production de cuivre en chute libre. Le prochain président zambien héritera d'une situation économique bien difficile. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, ce nouveau report dans le procès pour corruption de Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, est hospitalisé depuis vendredi sans que l'on sache pourquoi. Il est accusé d'avoir empoché il y a 20 ans plus de 230 000 € de pots de vin, de l'argent versé par Thales, le géant français de l'armement. Jacob Zuma est actuellement en détention pour une autre affaire. En Guinée, retour à la case prison pour Abdoulaye Ba. On lui reproche d'avoir violé les dispositions de sa liberté conditionnelle. L'opposant avait été remis en liberté il y a 3 semaines pour raison de santé. Partisan de Cellou Dalein Diallo, il continue de contester la victoire d'Alpha Condé à la présidentielle d'octobre 2020. Et puis au Nigeria, 335 membres de la secte Boko Haram ont fait défection, annonce faite par le porte-parole de l'armée. Au moins 2 commandants ont eux aussi déposé les armes. Ils auraient renoncé après une offensive militaire menée dans le nord-est du pays. Depuis la mort de leur chef, de nombreux éléments ont quitté le groupe terroriste. De grands athlètes font aujourd'hui la promotion de sa marque. La Kenyane Navalayo Osembo-Ombati a tout quitté, son poste aux Nations Unies et sa vie à New York pour lancer sa propre affaire chez elle à Nairobi. C'est une petite entreprise qui fabrique des chaussures de course et qui se porte plutôt bien en cette période. Nicolas Germain. Sur tous les continents, la pandémie a fragilisé les économies nationales. Mais certains secteurs ont profité de cette période. C'est le cas de ce fabricant kényan de chaussures de sport. En raison du coronavirus, de nombreuses activités ont été interdites, mais pas le jogging. Résultat, les ventes de cette entreprise se sont envolées. Elle a été fondée il y a 5 ans avec un capital initial de 120 000 $, levé grâce à un financement participatif en ligne. Nous voulons créer des emplois localement. Ça peut paraître un peu nationaliste, mais notre pays est en développement. Le chômage est élevé, les diplômés ont beaucoup d'espoir. D'autres n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc c'est à nous de créer des entreprises qui vont embaucher. Les ouvriers de l'usine souhaitent que leurs chaussures rivalisent avec les grandes marques internationales. Tout ce qu'on fabrique vient de mon pays. Je suis fier, très fier, car un pays africain fabrique des chaussures qui vont dans le monde entier. Depuis des années, ce pays de l'Afrique de l'Est domine les courses longue distance. Cette entreprise espère que dorénavant, de plus en plus de stars de l'athlétisme kényan vont choisir des chaussures fabriquées localement. On vous emmène maintenant au large de l'Afrique du Sud. Une plongée au cœur de l'océan Indien. Des millions de sardines en cortège, une fuite en avant pour tenter d'échapper aux prédateurs. Et vous allez le voir, la séquence est assez fascinante. Harold Girard nous en dit plus. Un requin sombre vient d'attaquer un banc de sardines. C'est une scène récurrente dès les premiers jours de cette migration aquatique de l'hiver austral. On l'appelle la sardine run. Les sardines essayent toujours de retourner vers les fonds pour se protéger. C'est là que les requins interviennent. Ils sont en dessous et leur bloquent la route. Donc on a les requins en bas et les dauphins autour. Vous voyez ces dauphins là-bas en train de sauter? C'est pour empêcher les sardines de s'enfuir.
Pendant 4 mois, les millions de poissons qui emprunteront la route de la migration seront la cible des requins, mais aussi des dauphins et oiseaux prédateurs. Alors on a repéré un peu d'action droit devant. Des signes qu'il pourrait y avoir une boule d'appât. Beaucoup de dauphins, des oiseaux qui plongent. C'est à environ 1 kilomètre. Il faut vraiment regarder au loin pour essayer de les repérer. Mais quand vous y arrivez, ça peut être vraiment spécial. Ces quelques plongeurs font partie des plus chanceux. Ils sont spectateurs du pic d'activité maritime de cette fuite en avant des sardines face à leurs assaillants. Punaise, c'était incroyable. C'était génial. Et le requin ne nous a pas mordus, c'était le top. Des dauphins, des bonites et le requin. Le requin, c'était la cerise sur le gâteau. On a eu un peu peur. Tu parles, on a eu très peur, très peur. Une large partie de la communauté scientifique lie cette migration au cycle reproducteur du poisson. Ce spectacle, lui, attire habituellement des milliers de touristes, mais risque de devenir plus rare à l'avenir, le réchauffement climatique restant un frein non négligeable au mouvement annuel des sardines. Et puis un mot de l'arrivée de Messi à Paris après 2 décennies passées au FC Barcelone. L'Argentin a écrit un nouveau chapitre de sa carrière. De Libreville à Dakar, les passionnés ont largement commenté ce transfert. Eliman Dao et Ismaël Obiangze ont recueilli ces quelques réactions. Bon, moi, je suis carrément supporter du Barça. Voilà. Et le transfert de Messi au PSG nous fait mal, mais je vais rester toujours supporter du Barça. Ça m'a fait mal, hein, parce que moi, je suis un supporter de Barcelone depuis longtemps. Mais, bon, Messi sont pas à Paris. Moi, je ne suis pas un supporter de Paris, mais moi, je vais supporter Paris parce que Messi repart là-bas. Je suis très fan du Paris Saint-Germain. Avec l'arrivée de Lionel Messi, le trio aussi, MNM, Mbappé, Neymar, Messi, nous espérons prendre la Ligue des Champions avec conviction. Je ne peux même pas exprimer, mais je suis tellement content. Ici, c'est Paris, on est parisien, fier d'être parisien, c'est dans le sang. On peut dire que la terre a tremblé, la terre du football évidemment, voir le monument Lionel Messi quitter son FC Barcelone, son club de cœur, son club où il a tout gagné, où il a tout raflé, où il est devenu le GOAT, c'est quelque chose d'extraordinaire. Messi, c'est un grand joueur, tout le monde le connaît. Et il fallait qu'il prouve ses capacités ailleurs d'un autre club. Il avait déjà tout conclu à Barcelone. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.